Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je me présente, je m'appelle Mathilde Scheer et je suis pharmacienne et animatrice de l'Association pour la santé de la terre et du vivant. Et j'aurai également la joie et la chance d'animer cette soirée parmi vous ce soir. Avant de débuter, je voulais vous remercier tous et toutes chaleureusement d'être venus pour cette nouvelle conférence du sol à l'assiette. Et je voulais aussi remercier tout particulièrement Michèle Brialon, qui est notre référente sur le Rhône-Alpes et qui a impulsé vraiment cette soirée et qui a organisé tout ça de main de maître avec beaucoup de dynamisme et de courage. Alors, l'Association pour la santé de la terre et du vivant, qu'est-ce que c'est ? C'est une association en fait qui regroupe des agriculteurs qui, depuis 25 ans, partout en France, utilisent des techniques et des procédés de fertilisation qui sont naturels avec des micro-organismes et qui permettent pour les agriculteurs d'allier une certaine performance économique, une qualité nutritionnelle des productions et surtout une performance environnementale. En 2015, ils ont décidé de se regrouper et de créer une association qui est donc l'Association pour la santé de la terre et du vivant. Notre association compte plusieurs centaines de personnes partout en France qui sont agriculteurs, consommateurs, jardiniers, journalistes, professionnels de santé et qui se battent pour faire entendre une troisième voix qui n'est pas forcément celle de l'agriculture biologique, pas forcément celle d'une agriculture dite raisonnée, mais qui est transverse et qui cherche à prendre en compte notamment les qualités nutritionnelles des productions, la durabilité de l'agriculture au sein d'un environnement et d'une biodiversité, et qui permettent finalement de produire des denrées alimentaires de façon durable sans détruire la planète. Afin donc de bien cadrer cette soirée, c'était important pour nous de rappeler que notre association elle n'a pas vocation à stigmatiser ou encourager un certain type d'agriculture, mais plus finalement à questionner chacun d'entre nous, agriculteurs, sur la façon qu'on peut avoir de produire, et vous, consommateurs qui êtes présents ce soir, sur notre façon de consommer. Une anecdote que j'aime bien raconter, c'est qu'un jour on discutait au moment des polémiques sur Monsanto et les pesticides avec ma mère au téléphone, et elle me disait « mais c'est terrible ces agriculteurs, ces pesticides ». Et ce que je lui ai répondu, c'est, je lui ai dit « oui, mais toi, qu'est-ce que tu achètes ?» Et ma mère faisait ses courses dans les supermarchés, continuait à faire finalement des actes d'achat, on va dire, traditionnels. Et je pense que c'est important de dire que certes, en tant qu'agriculteur, il y a une responsabilité aussi, mais nous, en tant que consommateurs, on a aussi un levier pour faire changer certains modes de production et de consommation par nos actes au quotidien. Bien sûr, du coup, donc, la diminution, voire la suppression du recours aux produits phytosanitaires, est un objectif et un cap. Notre philosophie, c'est d'encourager toutes les actions qui peuvent conduire à une diminution générale de leur utilisation par les agriculteurs et de leur consommation par nous, consommateurs. Pour ce faire, nous organisons partout en France des soirées, conférences, débats, du sol à l'assiette, afin de faire le lien entre les pratiques agricoles, l'alimentation et la santé. Cette quatrième édition du sol à l'assiette a pour thématique l'importance de la faune et de la flore pour l'agriculture et la santé. À Magnac-Laval, le 15 février dernier, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous Paul François, qui est agriculteur et auteur du livre « Un paysan contre Monsanto » et qui a créé une association phytovictime pour venir en aide aux paysans victimes des pesticides. Outre les dégâts humains qui sont liés à l'utilisation de produits phytosanitaires, nous souhaitons, lors de cette nouvelle édition ce soir, mettre en lumière les conséquences de leur utilisation sur la faune et la flore qui nous entourent et qui jouent des rôles primordiaux pourtant pour la production agricole, notre environnement et notre santé. Pour ce faire, ce soir, nous aurons la chance d'avoir parmi nous 4 intervenants. Tout d'abord, M. Jean-Pierre Sellard, qui est apiculteur et qui a exercé pendant de nombreuses années donc dans une ferme GAEC, le Champ des Rennes, qui comptait 600 ruches, et qui était président du syndicat des apiculteurs de Rhône-Alpes. Avec lui, nous découvrirons notamment le rôle fondamental des abeilles dans la pollinisation et les conséquences de l'agriculture moderne et intensive sur leur santé. Nous aurons ensuite la chance d'accueillir Pauline Blanquet, qui est docteur en microbiologie, ancienne chercheure de l'INRA, qui viendra nous parler d'une faune seulement visible au microscope, mais qu'on a sous nos pieds, et qui est pourtant essentielle à la fertilité des sols et à notre santé. Enfin, nous accueillerons M. Gérard Boinon, qui est paysan retraité et fondateur de Réseau GM Info. Il est également consultant aux droits de l'homme de l'ONU et à Genève, et travaille à la rédaction d'un droit aux semences. À travers son parcours, nous verrons l'impact des produits phytosanitaires et des OGM sur les paysans et la biodiversité. Et il nous expliquera comment il est passé du statut d'exploitant agricole à celui de paysan, ou encore d'une agriculture chimique et industrielle à une agriculture agroécologique. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir, et je vais céder la parole à M. Sellard. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tout le monde là.
Merci à l'association de m'avoir invité. Ah d'accord, comme ça, c'est bon? Ah ok. Donc voilà, je me présente, donc Jean-Pierre Sélard. Donc je suis apiculteur depuis une quarantaine d'années, une bonne quarantaine d'années. Et j'ai donc exercé ce métier-là, entre autres à Uniferme, pendant plus de 30 ans. Donc toute la partie professionnelle, parce qu'avant j'étais un apiculteur amateur. Donc comme je n'ai pas un talent fou d'orateur, je vais vous lire plutôt la présentation des 3 apicultures que j'ai connues depuis que je suis né, en fait, depuis plus de 60 ans. Donc ça sera plus court le fait que je lise, donc du coup ça laissera ensuite plus de temps pour le débat et les questions. Donc l'apiculture de mon enfance, dans mon village en Vallée du Rhône, c'est comme dans tous les villages de l'époque. Là c'était un village donc, de 180-200 habitants. Il y avait à peu près 8 à 10 petits ruchers qui allaient de 5 à 10 ruches, dont celui de mon grand-père, de ses voisins, de mon instituteur et quelques autres répartis ça et là, qui pratiquaient une apiculture très amateur, ne connaissant parfois même pas grand-chose aux techniques apicoles. Ils se contentaient de poser les hausses au printemps, et ensuite, la saison des fleurs finie, on levait le miel, et voilà, très peu de pertes annuelles, 3 à 5%, peu de problèmes de maladie, pas de varroa. Donc cette apiculture, j'ai eu la chance de la connaître dans ma période de 18 à 28 ans. Parce que j'ai mon oncle qui m'a proposé une ruche de mon grand-père, qui était vide, et qui m'a dit, écoute Jean-Pierre, ça t'intéresse les abeilles? J'ai dit, ouais. Eh écoute, tu vas aller acheter des cadres, mettre de la cire, et puis quand je trouverai un essaim, tu viendras. Et l'année d'après, ça s'est passé, et j'ai commencé l'apiculture comme ça. Donc, cette apiculture, disons que durant une dizaine d'années, je suis monté à une douzaine de colonies. À l'époque, donc, il y avait beaucoup d'essaims naturels dans la nature. On trouvait des essaims dans les forêts, dans les arbres creux, dans des cavités murales, des cheminées, derrière des volets de bâtisses abandonnées, des dessous de ponts, etc. Il y avait des essaims naturels partout. Donc, vous comprenez que cette époque, c'était l'âge d'or, et les abeilles étaient relativement tranquilles. Alors, les premières intoxications de ruches récurrentes que j'ai entendu parler, c'était vers l'âge d'une vingtaine d'années, et c'était dû à l'arrivée du D6, donc la deltamétrine, utilisée en pleine flore sur colza contre méligette, avant qu'elle soit interdite sur cette floraison. Alors, on traitait la méligette fleur ouverte, ça servait plus à grand chose dans la mesure où, après avoir étudié le truc, les méligettes percent les boutons pour aller chercher du pollen. Une fois que les fleurs sont ouvertes, elles contribuent plutôt à la pollinisation. Donc si on veut les dézinguer, il faut le faire avant que les fleurs soient ouvertes. Donc le résultat de ce traitement, ça décimait toutes les butineuses. Et ensuite, la colonie devenait improductive pour la mielée suivante, qui était souvent l'acacia. Et elle avait beaucoup de mal à retrouver son équilibre. Et la récolte suivante, donc Acacia était très compromise, quand c'était pas celle du châtaignier et de la ronce un peu plus tard. Le résultat d'une perte de population de butineuses pour une ruche, c'est comme une vache qui n'aurait pas fait de veau, ou une gelée tardive, il n'y a ni lait ni récolte. Mais jusque-là, tout allait bien. Donc la deuxième apiculture rencontrée, c'est celle de mon installation en 86. Donc après quelques stages de formation, d'élevage de rennes, des différentes pratiques de l'apiculture, je me lance dans le grand bain en rentrant donc à Uniferme. J'achète 90 colonies et je m'aperçois vite qu'elles sont parasitées par le varroa, qui est arrivé dans les années 84-85 et qui est dû à une erreur de manipulation intercontinentale due à notre activité humaine. En fait, on a voulu introduire l'Apis mellifera, qui était très productif de miel, dans les îles de la Sonde, donc en Indonésie. Et il se trouvait que l'abeille locale, elle était contaminée avec ce parasite. Mais au lieu de laisser mourir les ruches là-bas, on a trouvé moyen de les ramener sur le continent asiatique. Et puis après, c'est arrivé par l'Europe centrale et tout, jusqu'à ce que ça touche tout le monde entier, quoi. Donc, la filière donc apicole, prise de court par ce nouveau parasite, se démène comme elle peut, afin de trouver des parades aux dégâts de cet envahisseur. Donc on verra à peu près à cette époque, pour freiner les infestations de cet acarien,
on verra à peu près tout à cette époque dans la façon de freiner les infestations de ces acariens très encombrants. Donc certains apiculteurs apprentis sourcils ont sûrement empoisonné des colonies en pensant les sauver en utilisant des molécules mal adaptées et des dosages pas assez étudiés. L'apiculture professionnelle donc s'organise afin d'apporter de la technicité à la filière car elle en manquait fortement dans ces années-là. On avait eu l'habitude d'une apiculture assez facile avant et en fait on s'est aperçu qu'il fallait tout oublier et puis qu'il fallait se ressaisir sinon ça allait être la cata. Donc fin des années 80 et début 90, les pertes annuelles qui étaient donc avant le varroa de 3 à 5%, c'est passé de 15 à 25% par la simple arrivée de ce parasite, qui en plus avait la fâcheuse habitude de nous amener des virus et des choses comme ça, en complément déjà du dégât causé simplement par le parasite. Les problèmes d'intoxication latente sur les colonies perdurent dans les zones très exposées, fruitières, cultures oléagineuses et céréalières. Mais pour arriver à tenir un cheptel productif, les apiculteurs font de plus en plus d'élevage de rennes et d'essaims pour venir compenser leurs pertes annuelles. Avant, c'est vrai que les apiculteurs, quand j'ai commencé l'apiculture, on avait une ruche, l'année d'après on en avait 2, l'année d'après on en avait 4, c'était à peu près ça le ratio. Ça a énormément changé maintenant. Maintenant, il faut à peu près, pour avoir un cheptel productif de 300 ou 400 ruches, il en faut 800. Il faut 800 essaims derrière, sinon on va perdre du cheptel. Donc l'âge d'or de l'apiculture est bien fini, mais le pire est à venir. La troisième apiculture donc, commence au milieu des années 90 avec l'arrivée des fumeux néonicotinoïdes. Donc bien sûr, l'enrobage des semences de tournesol, c'est là que ça a été tout de suite le coup de grâce pour les pauvres Vendéens, qui avaient l'habitude de produire des quantités astronomiques de miel de tournesol avec des rendements à la ruche de 80 à 100 kg. Donc en l'espace de 2 ou 3 ans, tout s'est écroulé et les ruchers avec. Donc il y a énormément d'apiculteurs dans cette région qui ont mis la clé sous la porte, ou alors ceux qui ont pu le faire ont déménagé dans des zones moins hostiles. Bon après c'est vrai qu'il a été interdit le gaucho sur le tournesol, mais bon, c'est jamais revenu sur les rendements qu'il y avait avant, quoi. Donc, le thiaclopride et l'imidaclopride, que l'on retrouve dans différentes marques de produits phyto pour toutes les cultures, en gros, ça envahisse le marché, malgré les alertes lancées par la filière apicole et les différentes associations environnementales, parce que ça touchait aussi même tout ce qui est gibier, hein, parce que un faisan qui mangeait des graines enrobées gaucho, à mon avis, il n'avait pas de grande chance de survie. Et c'est vrai qu'au moment des semis, il reste toujours des graines qui traînent à droite à gauche. Bon, c'était quand même dangereux pour la faune. Donc, les grandes firmes outrepassent allègrement les lois et les règlements édulcorés des services de l'État. Les confideurs, gauchos et j'en passe sont maintenant partout et sèment la terreur sur les ruchers. Ce sont des molécules pernicieuses qui envahissent tous les tissus de la plante et qui perdurent par les tissus racinaires et des résidus de culture qui restent au sol. Donc ils sont réabsorbés par les adventices et les cultures suivantes qui, si elles sont attractives à l'abeille, peuvent entraîner d'énormes pertes. Alors pour exemple, moi en 2011, j'avais l'habitude de regrouper mes ruches au moment de la récolte, de la floraison du tournesol, donc dans un seul lieu. Et j'avais regroupé 3 ruchers sur cet endroit-là. Et donc, tous les ans, j'avais aucun problème, tout se passait bien. Et en 2011, ça a été la catastrophe. Donc, j'ai ramené mes ruches dans le coin, là. Et faut pas que je foute les flottes par terre, ça serait con. Et du coup, je me suis retrouvé donc, avec des colonies au printemps qui étaient... il restait la reine avec 40-50 abeilles. Elles n'étaient pas mortes, hein, mais bon, vu que les abeilles d'hiver avaient été nourries avec des pollens maïs et tournesol qui avaient dû être sur de la zone gaucho, enfin, ou quelque chose comme ça, les abeilles donc, ont passé l'hiver dans la ruche, mais dès qu'elles sont ressorties au printemps, sur les premiers beaux jours, et ben en fait, elles n'ont pas retrouvé la ruche parce que leur système neurologique étant atteint, et ben, elles n'avaient plus de possibilité de s'orienter. Et du coup, il n'y avait plus ni pollen,
ni nectar, ni rien du tout qui rentrait dans la ruche. La reine s'est arrêtée de pondre, et puis la colonie s'est vidée. Et ça s'est tout passé comme ça sur 200 ruches. Voilà. Bon, je vais parler des indemnisations. Donc les assurances, elles remboursent à peu près 20% du sinistre. Et puis bien sûr, pas possibilité de retrouver l'auteur du carnage. Donc on est actuellement, notre filière, en grand danger, car dans une grande difficulté à trouver des zones indemnes permettant aux abeilles de vivre relativement tranquillement. Alors actuellement, on s'est aperçu que les périphéries urbaines, mais qui ne sont pas extensibles, et dans la proximité de ruches en zone urbanisée, ça pose quand même d'autres inconvénients avec les riverains. Donc en même temps, il nous faut fuir les fleurs du mal. Les apiculteurs téméraires qui cèdent au chant des sirènes le regrettent bien souvent. Aux premiers signes alarmants, mais il est trop tard, le mal est fait, les emmerdes sont là. Donc je ne rentre pas trop dans les détails techniques donc, de ce qui se passe quand arrivent dans la colonie des molécules indésirables, mais si certains d'entre vous sont intéressés, j'ai les résultats d'un observatoire abeilles auquel j'ai participé durant 3 ans en zone arboricole sur Bornand. Vous pourrez comprendre pourquoi plus aucune de mes ruches ne transite ici. Puis j'ai discuté avec un apiculteur local là, qui vient de tout perdre et c'est à peu près les mêmes symptômes que j'avais eus. Donc je peux mettre à disposition à l'association organisatrice de cette soirée afin qu'elle puisse vous le faire parvenir si elle est d'accord. Donc voilà, s'il y en a qui intéressent, qui veulent vraiment des topos et tout, des gens de l'association, c'est à disponibilité. Donc les pertes annuelles, donc maintenant sur un rucher, ça va de 30% dans le meilleur des cas, et ça peut aller à 100% dans le pire, mais c'est hélas pas rare. Et j'ai encore eu le cas là, dans le Rhône, il y a des zones là, qui ont perdu énormément de colonies. Donc ça touche souvent les nouveaux apiculteurs qui ne se sont pas souvent assez entourés d'autres plus expérimentés et qui paient souvent le prix fort de l'inexpérience. Donc il est très important avant de démarrer de l'apiculture de faire des stages, des formations, de côtoyer d'autres apiculteurs, de faire partie de syndicats ou de groupements de filières, parce que quelqu'un qui reste seul, c'est souvent voué à l'échec. Donc l'apiculture spontanée autodidacte, qui est à peu près celle que moi j'ai eu la chance de pouvoir faire, actuellement ça ne marche plus. On est condamné d'avance si on ne s'entoure pas de tous les paramètres nécessaires à pouvoir arriver à survivre dans le monde ambiant. L'évolution du climat, en plus de plus en plus chaotique, la perte de biodiversité florale, des molécules de plus en plus complexes utilisées dans l'agriculture conventionnelle, l'arrivée de nouveaux parasites de l'abeille, donc il y a eu le varroa dans les années 80, mais maintenant il y a un petit insecte, là, c'est un petit scarabée là, qui s'appelle Etina tumida. A priori, on a retrouvé des œufs sur des arrivages avec des reines et des abeilles qui venaient d'Argentine en France. Là, je crois qu'il y a eu des cas, ces reines importées, il y en a eu dans la Drôme, il y en a eu en Alsace, donc c'est déjà installé sur le sud de l'Italie, et donc c'est quelque chose qui nous menace encore. Et puis bien sûr, il y a le frelon asiatique là, qui fait un peu des dégâts en été sur les colonies. Donc voilà. Alors dans le Rhône, il est là, il n'y a pas de souci. Il n'a pas l'air de se développer à la même vitesse que en Bretagne, par exemple, mais bon, il est là, on en trouve régulièrement maintenant. Donc notre filière, vous comprendrez qu'elle est de plus en plus fragilisée. Donc vous avez entendu parler des prédictions d'Albert Einstein, et ce qui en découle au sujet de la disparition des abeilles. Donc je peux vous le dire aujourd'hui, que nous nous en approchons de plus en plus. Si les humains ne sont pas capables de réagir à temps, s'il n'est pas trop tard déjà, et que cette prédiction s'avère exacte, ce que je crois, nous pourrons dire que l'humanité, ça c'est pour un petit truc philosophique, aura été une erreur de la nature qui se sera corrigée d'elle-même. Voilà. Pour finir sur une note plus optimiste, j'espère que la sagesse humaine va ressurgir pour contrecarrer cette hypothèse alarmiste, mais j'en ai déjà tellement vu en 60 ans que je me demande ce qu'il va advenir à nos petites abeilles d'ici peu. Tellement d'espèces sont en voie d'extinction aujourd'hui, victimes de nos activités et de notre folie, que nous sommes en droit de se poser la question de jusqu'où cela peut aller.
Alors maintenant, je vais mettre une petite touche économique sur le coût à payer de cette contamination généralisée de notre environnement pour les apiculteurs. Donc, d'après mon expérience et tout ce que j'ai vécu et puis ce que je vois avec tous mes collègues, je peux dire qu'une exploitation apicole de 400 colonies en production perd annuellement 25 à 40 000 euros de son chiffre d'affaires, rien que par la proximité de l'agriculture conventionnelle, alors que dans le meilleur des mondes, nous devrions travailler en symbiose, comme cela était possible par le passé, parce qu'avant, c'était très possible. Donc tout le monde serait gagnant, mais actuellement, les dés étant pipés, l'apiculteur qui va au contact, donc c'est surtout du gagnant-perdant, car même en se contaminant, une abeille effectue la pollinisation. L'apiculture est dans le même régime mortifère que l'humanité, et cela ne prête pas beaucoup à l'optimisme, mais au vu de ma quarantaine d'années passées avec passion auprès des abeilles, si c'était à recommencer, je recommence tout de suite. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on y a mis ça, tout le monde, tout y passe. On est prêt à supporter beaucoup de choses. Donc, sauver les abeilles, c'est un peu sauver l'humanité. Et il n'y a plus que les apiculteurs pour les y aider pour parvenir à ça. Un essaim sauvage livré à lui-même dans la nature n'a pas grande chance de survie dans la période actuelle, mais peut-être tout le monde s'en fout, comme les derniers grands singes, les rhinocéros blancs, les baleines, les éléphants, et puis j'en oublie beaucoup. Heureusement, ça et là, des petits groupes humains n'abdiquent pas comme ce soir. Et cherchent encore comment contrecarrer les plans lucifériens du tout profit à tout prix. C'est un peu philosophique tout ça, mais nous avons grand besoin, par les temps qui courent, de plus en plus courts. Merci de votre écoute. Donc bonsoir, moi je suis Pauline Blanquet, donc je suis docteure en microbiologie, donc je ne vais pas du tout vous parler d'abeilles. Donc moi je suis sortie de l'INRA de Toulouse, où j'ai travaillé sur les interactions donc plantes-micro-organismes. Alors que sont les micro-organismes? Donc ce sont des organismes vivants, invisibles à l'œil nu. Et au final, même s'ils sont invisibles à l'œil nu, ils représentent la plus grande majorité des êtres vivants sur Terre, puisqu'ils représentent 20% de la biomasse terrestre. Donc petit mais assez puissant. Alors, les trois principaux types de micro-organismes que l'on retrouve, il y a donc d'une part les bactéries qui sont relativement bien connues. Ensuite, il y a les microalgues, donc des algues microscopiques qu'on retrouve sur Terre, mais surtout aussi dans les océans et les rivières. Et puis, il y a aussi la fameuse famille des champignons. Alors souvent, on me dit, mais les champignons, ils ne sont pas microscopiques, parce que je les cueille et même je les mange. Alors en fait, les champignons que l'on ramasse sont uniquement les fruits issus de la fructification d'un champignon microscopique sous-jacent. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas arracher un champignon quand on veut le cueillir, mais qu'il faut le couper pour justement éviter d'abîmer ce champignon microscopique dessous et qui continue en fait à produire des champignons. Alors ces micro-organismes, donc ils ont deux grandes propriétés. Donc la première, c'est qu'on en retrouve vraiment partout. Donc on en a tous sur nos mains, il y en a dans l'air, dans l'eau, dans la terre. Et en plus de cette présence, donc on dit ubiquitaire, ils ont aussi la capacité à s'adapter. Donc en fait, ces micro-organismes sont souvent des organismes unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule, et qui se développent en fait très facilement, qui ont un temps de génération très court, et donc qui s'adaptent aussi très facilement. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des micro-organismes, donc bactéries, champignons, dans les glaciers des pôles arctiques et antarctiques, ou dans des eaux très chaudes. C'est vraiment une présence vraiment partout. Et donc ces micro-organismes, je trouve qu'on a trop souvent tendance à penser qu'ils sont négatifs, donc qui provoquent des maladies, que ce soit pour les plantes, pour les animaux ou pour les humains. Et d'ailleurs, souvent, on dit que ce sont des microbes, on entend souvent, et qu'on utilise donc de la javel pour tout désinfecter chez soi, tout bien nettoyer, tout ça. Alors ça, c'est une idée complètement fausse, parce qu'en fait, la plupart des micro-organismes sont bénéfiques et sont vraiment indispensables à la vie sur Terre. Donc déjà, petite anecdote, si aujourd'hui nous sommes ici présents, c'est grâce à des micro-organismes,
puisqu'il y a 3,8 millions d'années, en fait, les premiers êtres vivants sur Terre étaient des bactéries. Et en fait, voilà, ces bactéries, elles ont évolué, et c'est elles qui ont permis notamment la création de l'oxygène sur Terre, et donc la multiplication après des organismes pluridisciplinaires comme les plantes, et puis après donc, les animaux et les humains. Donc ces micro-organismes, en plus donc, de nous avoir aidés à être là aujourd'hui, participent à des métabolismes vivants. Donc par exemple, pour les humains, la digestion. Donc dans notre intestin, nous avons à peu près plus d'1 kilo de bactéries. Donc ça peut faire peur, mais c'est la réalité. Et ces bactéries, en fait, elles sont nécessaires et suffisantes donc, à la digestion des aliments et l'assimilation des nutriments. Donc sans ces bactéries, en fait, nous ne pourrions pas vivre. Après, un autre exemple qu'on donne, c'est la peau. Donc notre peau, c'est vraiment notre première barrière donc, de protection contre des attaques donc, de l'environnement. Et en fait, notre peau, elle est constituée donc, de milliards de bactéries et de champignons en fait, qui nous protègent. Donc se laver, c'est bien sûr qu'il faut, mais en fait se laver à outrance, ça peut aussi déséquilibrer cette flore de la peau. Alors après, c'est vrai, il existe aussi des micro-organismes qu'on dit pathogènes, donc négatifs, qui vont provoquer des maladies, donc sur les plantes, sur les animaux, sur les humains, on appelle ça des maladies infectieuses. Et ça, ces micro-organismes donc ni pathogènes, donc négatifs, sont aussi partout. Donc là, on en a sur nos mains, il y en a dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, il y en a vraiment strictement partout. Mais au final, quelle est la conclusion? C'est que on n'est pas tout le temps malade, et les animaux ne sont pas tout le temps malades, et heureusement aussi que les plantes ne sont pas tout le temps malades. Alors pourquoi? Parce que la nature est belle et quand même bien faite, et en fait, les micro-organismes pathogènes sont en parfait équilibre avec les micro-organismes dits bénéfiques. Et lorsque cet équilibre est maintenu, il n'y a pas de développement de maladie. Et c'est uniquement en fait quand lié à des facteurs donc, externes qu'on va en fait favoriser le développement des micro-organismes pathogènes au détriment des bénéfiques, qui va avoir donc le développement de maladies. Donc alors parmi les facteurs externes, malheureusement la plupart sont souvent d'origine en fait anthropique, donc liés à l'homme. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'en fait c'est l'homme qui provoque des maladies. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et donc dans les principaux facteurs externes, alors il y a des facteurs qui peuvent être le stress, qui peuvent être l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup de facteurs liés à l'utilisation de la chimie. Malheureusement, la chimie, maintenant ça a été quand même prouvé, c'est souvent très incompatible avec la vie, donc ça soit la vie microbienne, mais la vie après des organismes plus évolués. Voilà. Alors donc, pour avoir cet équilibre, ça me semblait que c'était quand même nécessaire que vous ayez cette information. Et donc les micro-organismes jouent aussi donc, un rôle clé donc, dans l'agriculture. Donc là, je vais citer quelques exemples, mais on pourra en discuter, il y en a davantage. Donc en gros, ils ont 4-5 gros rôles au sein de l'agriculture. Donc un des premiers rôles, c'est vraiment le rôle de nutrition. Voilà, donc les micro-organismes, soit seuls ou soit en association avec les plantes, vont permettre donc de nourrir la plante. Donc un exemple donc, de micro-organisme qui agit entre guillemets seul, c'est pour tout ce qui est la nutrition du phosphore donc pour les plantes. En fait, souvent on dit oh, mais il faut que je rajoute donc du P, un phosphore pour que ma plante pousse bien, parce que c'est un élément nécessaire au développement de la plante. Mais en fait, le phosphore, on en trouve énormément dans la roche. Donc dans un sol, en fait, il y a une quantité astronomique en fait de phosphore, mais ce phosphore est présent en fait dans la roche. Sauf que sous la forme donc dans la roche, elle n'est pas assimilable directement en fait par les plantes. Et pour qu'elle le soit, ce sont des micro-organismes qui synthétisent en fait sécrètent si vous voulez des petites molécules qu'on appelle enzymes et qui vont transformer cette forme non assimilable dans la roche en forme assimilable. Donc un autre exemple aussi de micro-organismes impliqués et donc même cruciaux dans la nutrition des végétaux. Donc là, c'est en association avec des plantes, donc ce qu'on appelle les symbioses. Donc pareil, la nature est quand même bien faite. Depuis la nuit des temps, des micro-organismes et des plantes s'associent pour fonctionner, faire un partenariat donc très intime et s'apporter mutuellement des bénéfices. Donc ça existe dans le règne végétal, mais ça existe aussi dans le règne animal. Donc nous sommes en symbiose avec des bactéries dans notre intestin.
elles permettent de faire la digestion de nos aliments qu'on mange, mais nous, en contrepartie, on la nourrit. Après, dans le règne aussi des animaux, ça existe. Les poissons clowns, par exemple, sont en symbiose avec les anémones. Donc les déjections des poissons clowns vont permettre de nourrir les anémones et en contrepartie, les anémones donc, fournissent une sorte de protection aux poissons clowns. Donc ça, c'est quelque chose, ces symbioses qui existent donc, depuis la nuit des temps. Et dans le règne végétal, donc les plantes s'associent donc, avec des bactéries qu'on appelle du genre rhizobium. Et en fait, ces bactéries, elles vont apporter en fait, l'azote aux plantes. Donc ça, cette interaction se fait avec les légumineuses, donc c'est une catégorie de plantes. Donc il y a la luzerne, il y a le pois, il y a le soja, les lentilles. Donc il va y avoir cette interaction assez intime où justement la bactérie va lui apporter de l'azote et la plante en contrepartie lui apporte des sucres issus de la photosynthèse. D'ailleurs c'est pour ça que souvent les personnes végétariennes mangent des légumineuses. Parce qu'en fait cet azote qui va lui être apporté par les bactéries, donc en conditions illimitées, cet azote va être transformé en protéines, donc en protéines végétales. Et c'est pour ça donc, que les végétariens mangent souvent beaucoup de légumineuses pour pallier donc, ce manque en protéines animales par les protéines végétales. Alors un autre type de symbiose qui est relativement bien décrit dans le règne animal, c'est la symbiose mycorhizienne. Donc là, cette fois-ci, c'est une association entre les plantes, donc 85% des plantes terrestres, donc c'est plus que les légumineuses, c'est 85% des plantes terrestres, donc c'est assez énorme, et un champignon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le champignon vient en contact de la racine donc des plantes et va venir se développer. Et en fait, le champignon va apporter du phosphore et du sel minéraux aux plantes. Et en contrepartie, la plante va lui apporter des sucres issus de la photosynthèse. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Parce qu'au final, c'est d'une part quelque chose de naturel, et puis c'est quelque chose qu'en fait, que la plante a mis en place, que le champignon a mis en place pour vraiment s'apporter mutuellement un bénéfice. Alors après, un autre rôle aussi des micro-organismes dans l'agriculture, assez bien décrit, c'est le rôle donc, des micro-organismes dans la formation de matière organique stable, donc matière organique stable appelée aussi humus. En fait, donc, la matière organique d'un sol, c'est vraiment le principal élément nourricier en fait, d'un sol. Sauf que cette matière organique, elle a la capacité de se transformer donc, en une matière organique stable, dit humifiée. Et ça, cette action-là se fait par aussi les micro-organismes. Et l'avantage d'avoir justement une matière organique humifiée stable, c'est que ça va être le véritable frigo nourricier naturel d'une plante. Parce que ce complexe en fait, d'humus avec de l'argile capte tous les éléments nutritifs naturels que la plante a besoin après pour se développer. Donc après, un autre exemple donc, de rôle des micro-organismes dans l'agriculture, qui est de plus en plus exploité et en vogue, c'est le rôle dans la lutte biologique. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est en parfait équilibre entre des micro-organismes pathogènes et des micro-organismes dits bénéfiques, et que quand cet équilibre est maintenu, il n'y a pas de maladie. Donc en fait, les micro-organismes dans un sol, lorsque ça fonctionne bien, ils vont avoir un peu ce rôle préventif de développement de maladies. C'est-à-dire que s'ils sont là, ils prennent la place pour que des micro-organismes pathogènes ne s'extinguent pas et ne développent pas de maladies. C'est un petit peu le principe des probiotiques, je pense que tout le monde connaît. Voilà, quand on a des petits désordres intestinaux, on prend en fait des probiotiques. Mais qu'est-ce que c'est en fait ces probiotiques? C'est des bactéries et des champignons que l'on prend pour ensemencer en fait notre flore et éviter que des mauvaises bactéries viennent se fixer et créer tous les désagréments qu'on connaît comme la gastro, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment ce rôle de prévention, et moi je dis quand même vaut mieux prévenir que guérir. Mais là, on s'est rendu compte quand même, il y a à peu près une dizaine d'années, que les micro-organismes dans un sol, en plus de ce rôle préventif, ils ont vraiment aussi un rôle curatif de petits soldats pour venir lutter contre des micro-organismes pathogènes. Donc alors ça se fait de 3 façons. Donc la première des façons, c'est que certains micro-organismes sont capables de synthétiser des molécules antimicrobiennes et qui vont vraiment, comme des antibiotiques, venir lutter contre des micro-organismes pathogènes. Ensuite, on parle souvent du système vaccin chez les plantes, donc ça c'est des grosses thématiques de recherche à l'heure actuelle
dans le règne végétal, c'est qu'en fait, les plantes seraient capables d'un système de vaccination. Donc ça peut paraître assez fou, mais c'est bien la réalité. C'est qu'en fait, du fait d'être en contact avec une bonne microflore du sol, elle se prémunit en fait pour d'éventuelles attaques de pathogènes. C'est vraiment un système de vaccination. Et ensuite, le troisième système, donc pour justement cette lutte biologique, c'est il y a des micro-organismes qui vont carrément lutter physiquement contre des pathogènes. Donc c'est le cas par exemple du champignon Aspergillus, qui lui est capable de former un lasso et de capturer des nématodes pour ensuite les digérer. Donc les nématodes sont des petits vers microscopiques qui provoquent des gros dégâts au niveau de pas mal de cultures. Et enfin, donc un autre rôle aussi important du micro-organisme dans l'agriculture et qui est aussi assez en vogue, c'est ce qu'on appelle la biorémédiation. Donc à l'heure actuelle, les sols dans le monde sont pollués. Donc pollués par les traitements phyto. Donc on trouve énormément de pesticides dans les sols et aussi dans l'eau. Même aussi constat, il y a des pesticides qui sont arrêtés depuis plus de 25 ans, par exemple l'atrazine, et qu'on retrouve encore et encore dans l'eau, dans les sols. Là on parlait encore du chlordécone en Martinique, où c'est vraiment un fléau. On retrouve encore du chlordécone dans la terre, dans les eaux. Et en fait, ces micro-organismes, ils sont capables de dégrader des molécules de pesticides. Alors pourquoi ? C'est en fait les molécules de pesticides, si on regarde un peu plus dans leur structure chimique, ce sont des molécules de carbone, souvent associées avec des molécules aussi d'azote et des molécules de phosphore. Et en fait, les micro-organismes, ils ont trouvé la capacité à utiliser ces molécules de pesticides, de les couper pour faire leur source de carbone, de phosphore et d'azote. En gros, leur source d'énergie. Et c'est le même constat aussi pour les hydrocarbures. Donc pareil, dans les sols, on en trouve beaucoup, dans les boues de dragage, on trouve énormément d'hydrocarbures. Et là, il y a des micro-organismes qui sont capables en fait, de nettoyer, de couper ces molécules d'hydrocarbures pour au final en fait, assainir les sols. Donc voilà, donc en fait vraiment les micro-organismes ce sont des acteurs clés pour à la fois une agriculture rentable, parce qu'ils ont un rôle quand même nutritif mais énorme et qu'on oublie trop, et puis à la fois pour une agriculture respectueuse de l'environnement, parce qu'au final ça permet de diminuer à la fois les engrais chimiques par leur rôle nutritif, mais aussi de diminuer, voire même de supprimer les traitements phytosanitaires, et en même temps aussi avoir un rôle épurateur de l'eau et aussi des sols. Après, je trouve ça quand même un petit peu triste en tant que scientifique. C'est parce que malheureusement, donc, en fait, on l'a trop oublié, ça, il me semble. En fait, la nature, depuis des millions d'années, elle avait mis en place ces interactions, elle avait mis en place cette association intime micro-organismes-plantes. Et en fait, par l'utilisation de chimie à outrance, on a tout gâché. Et à l'heure actuelle, on se retrouve avec des sols mais qui sont presque à des cas de stérilité, où il n'y a quasiment plus rien, il n'y a plus du tout de vie, quoi. Et enfin, je vais juste finir peut-être sur cette notion-là, peut-être qu'on pourra en parler plus dans le débat. C'est que là, justement, je fais des études donc là, dans un laboratoire où on essaie de faire le lien entre la qualité d'un sol. Donc, qui dit qualité d'un sol, dit un sol qui est vivant, qui fonctionne bien, et l'impact que ça a sur la qualité donc, des fourrages, des fruits et des légumes. Et en fait, c'est assez impressionnant. Parce qu'une plante qui pousse en équilibre, qui a tout son fonctionnement aussi microbien qui est là en fait pour l'aider à fonctionner, et par derrière, elle est en meilleure santé, elle a même plus de vitamines, elle a plus d'oligo-éléments, elle est en meilleure santé. Et ça, donc là on travaille notamment avec le CHU de Montpellier, avec Laurent Chevalier qui est directeur du pôle nutrition du CHU de Montpellier et qui est convaincu aussi du lien entre alimentation et santé. Et voilà, on essaie vraiment de montrer qu'en plus ça a une répercussion vraiment importante sur la santé des animaux, mais aussi surtout la santé humaine. Voilà, merci.